Bonjour, bienvenue sur ce direct de Libération sur la Coupe du Monde au Qatar. On va essayer de rejoindre Julien, qui est notre envoyé spécial là-bas. Et en attendant qu'il arrive, l'idée de ce direct, c'est de discuter un petit peu de la Coupe du Monde au Qatar, de comment ça se passe là-bas. Donc pour dire un peu ce qu'on va faire dans ce direct, l'idée c'est d'échanger quelques dizaines de minutes, peut-être 20, 30, en fonction de la conversation. On va parler un petit peu de comment ça se passe de couvrir en tant que journaliste la Coupe du Monde au Qatar en tant qu'envoyé spécial. L'idée, voilà, c'est de comprendre un petit peu comment, Julien, toi, comment tu travailles là-bas. Tu es arrivé en début de semaine. Comment ça se passe à Doha? Comment tu as senti la ville pour l'instant? Bah, écoute, on est arrivé mardi. On est trois du coup de Libé à être ici à Doha. Il y a moi, Grégory et Ala qui on couvre tous les trois le mondial et les à côté. Pour l'instant, Doha, je l'ai beaucoup vu via les transports en commun, en empruntant leur métro flambant neuf, via les bus quand il y a des bus, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est une ville assez particulière. Je n'en attendais pas moins avant de venir ici, où tout est démentiel, tout est très grand, tout paraît tout neuf, comme si à plein d'endroits la ville n'avait jamais été utilisée et que tout venait d'être terminé, ce qui est le cas pour beaucoup d'endroits. Et donc ouais, c'est ça qui ressort le plus, une ville un peu démentielle et par endroits très très vide aussi. J'ai fait un article où je raconte un petit peu le métro de Doha notamment, qui est comme je dis, tout beau, tout neuf. Les stations sont immenses, il y a des dizaines d'employés par station pour te dire quelle ligne tu dois prendre, par où tu dois aller, quel escalator tu dois prendre. Et en fait, une fois que tu arrives dans le métro, il y a personne. Donc il y a plus d'employés en dehors du métro que de personnes dans le métro, ce qui est très bizarre. Et c'est le cas jusqu'à 15, 16, 17 heures dans la journée. Et à partir de ce moment-là, il y a un peu plus de monde, mais c'est très très loin de ce qu'on peut connaître à Paris et c'est très très bizarre. Donc voilà, première impression, une ville immense, mais un peu vide et avec une ambiance un peu étrange. On sent que quelque chose va se passer, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et les personnes que tu croises dans la rue ou dans le métro, c'est plutôt des locaux, des étrangers, des journalistes. Comment tu me dis que tu as une sensation de vide. Dans ton papier, tu parles d'ambiance un peu Disneyland, mais très vide. Qui sont les personnes en fait qui se baladent finalement? Ouais, ceux qui utilisent le métro en journée, surtout les premiers jours, mardi, mercredi, je croisais que des personnes qui avaient un collier avec une accréditation FIFA. Donc soit des personnes de l'organisation, soit des journalistes. C'était les seules personnes qu'on croisait dans le métro, les seules qui utilisaient le métro. Et après le soir, on voit un peu plus de monde, beaucoup d'étrangers. Faut savoir que de toute façon, au Qatar, 90% de la population n'est pas qatari. Donc c'est pas surprenant. Et puis surtout, les Qataris, de ce qu'on m'a raconté et de ce que j'ai vu, ils se baladent tout le temps en voiture, souvent avec des plutôt très grosses voitures. Et le métro, c'est plutôt quelque chose qui a été fait pour les étrangers, pour les touristes, pour les supporters. Donc les Qataris, on les voit quasiment jamais, voire vraiment jamais dans le métro. Donc tu parlais d'accréditation. Toi, tu as dû te faire accréditer pour pouvoir couvrir le, la Coupe du Monde. Comment il y a eu autre chose que tu as dû installer, c'est une application. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah le Qatar, comme on le sait, c'est un pays qui est pas très grand, où il y a à peu près 3 millions d'habitants. Et le Qatar doit accueillir du coup dans les prochaines semaines, à partir de même dans les prochains jours, environ 1,5 million de personnes supplémentaires. Donc ça fait énormément de monde en plus. C'est difficile déjà de loger toutes ces personnes-là, d'accueillir toutes ces personnes-là, et le Qatar se voyait pas accueillir encore plus de monde, des personnes qui pouvaient venir au Qatar juste pour visiter à cette période-ci. Et donc on est obligé d'installer pour venir une application qui s'appelle Laya Card. Et sur cette application, on rentre nos informations et surtout on doit mettre soit nos places pour les matchs, soit nos accréditations presse, pour montrer qu'on vient bien au Qatar pour la Coupe du Monde et pas pour autre chose. C'est donc impossible de rentrer au Qatar en ce moment sans billet de match, sans accréditation. Et sur cette application-là, il y a pas mal de problèmes. C'était assez opaque au début, on rentrait aux informations, on savait pas au bout de combien de temps on allait être accepté ou non. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout rempli sur l'application, on est en attente. Et ça peut prendre, au début, moi, ça a pris quelques jours pour que ce soit validé. Et j'avais ma carte toute belle, avec marqué approuvé en gros. Pour mes collègues, il y en a un qui a été refusé. Et puis après des négociations, après avoir appelé des numéros, il a finalement été accepté. Une autre pour qui ça a pris plusieurs semaines avant de se débloquer. Donc c'est très bizarre. Et j'ai discuté avec des supporters et même situation, il y a eu un peu de tout.
Donc moi j'étais très content, tout se passait bien. Et à 2 jours du départ, j'ai un de mes confrères d'un autre média qui me dit qu'il est à l'aéroport avec un ami à lui et que son ami, au moment d'embarquer, bah, ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème sur son permis d'entrée, sur cette Raya Card. Et que le problème c'était au niveau de la date de validité de son passeport qui correspondait pas avec celle qu'il y avait sur la carte. Et donc moi je me dis bah, je vais vérifier pour être sûr que tout se passe bien sur la mienne aussi. Et au moment de vérifier, il faut scanner cette carte, ce qui est très bizarre. Donc on doit prendre 2 téléphones et scanner l'un sur l'autre pour avoir accès à toutes nos informations. Et je me rends compte que sur la carte, ils ont inversé mon jour de naissance et mon mois de naissance. Ce qui fait que j'étais plus né le 3 septembre, mais le 9 mars. Donc ma carte n'était plus valide. Mon avion était dans une trentaine d'heures quand je m'en suis rendu compte. Donc ça a été un gros coup de stress parce que je savais que j'allais pas pouvoir rentrer dans l'avion si c'était comme ça. Donc c'est nouvelle demande de carte qui peut prendre donc quelques heures ou une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne sait pas du tout. Et ensuite plein d'appels à droite à gauche, d'abord à mes collègues pour savoir quelle démarche faire, puis un numéro que j'ai trouvé sur internet qui est censé servir de SAV. Et après avoir négocié avec des personnes du standard, je sais pas qui c'était mais en anglais, j'ai fini par avoir une procédure accélérée et à avoir mon visa au dernier moment. Mais c'était stressant et je sais que je suis pas le seul. Et j'en ai fait un article et après cet article, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles aussi, elles avaient le même problème, mais elles sont pas journalistes et donc je sais pas trop comment ça va se débloquer pour elles. J'ai vu qu'il y a aussi des médias britanniques qui ont fait part de supporters qui n'ont pas pu rentrer ou au sein d'une famille, il y en a certains qui ont pu passer et d'autres non, parce qu'il y en a pour qui la carte était bien, tout était bien goupillé et d'autres non. Donc c'est un coup de stress supplémentaire cette carte, ce permis d'entrée pour aller au Qatar. Et justement, tu parles de stress dans les questions qu'on avait recueillies. Il y avait des personnes qui demandaient si en tant que touriste ou journaliste, on pouvait être en sécurité au Qatar finalement. Toi, de ton expérience personnelle, comment tu te sens depuis que tu es arrivé là-bas? Bah, franchement, ça fait trois jours que j'y suis, j'ai pas eu le moindre problème, peu importe où je vais, peu importe avec qui je veux discuter, les gens me répondent très facilement. J'ai jamais eu le moindre souci et on sent qu'ils ont mis beaucoup de choses en place pour que les journalistes puissent se déplacer assez facilement dans le pays. Après, je pense qu'il y a aussi un effet de loupe sur le pays actuellement et ils font forcément très attention à ce que tout se passe très bien. S'il y avait le moindre problème, un journaliste qui était empêché de travailler, un supporter pour X ou Y raison qui se retrouvait en prison dans l'avion, alors ça dépend évidemment ce qu'il fait, ça serait forcément très problématique, ça donnerait une très mauvaise image du Qatar, donc je pense que du moins sur ce mois de compétition, il n'y aura vraiment pas de souci de ce point de vue-là. Mais ça n'empêche pas que le Qatar est assez mal noté dans le classement de Reporters sans frontières au niveau de la liberté de la presse, donc c'est bien peut-être de le rappeler. Tu parlais de supporters, donc toi, selon toi, ils se déplacent bien, même si c'est peut-être pas les mêmes engouements que pour les Coupes du Monde précédentes. Il y a des supporters de toute nationalité qui arrivent à Doha progressivement. Bah, sur les premiers jours, on en voyait vraiment peu ou pas. Ma première journée, c'était un peu la chasse aux supporters où je me baladais dans Doha et j'essayais de voir s'il y avait déjà de l'ambiance à 4-5 jours du début de la Coupe du Monde. Et j'ai mis vraiment du temps avant de tomber sur des supporters. Il y avait un petit peu plus le soir quand il fait moins chaud parce que la journée il fait encore en plus de 30 degrés. Et à moins de rester dans les bâtiments climatisés, ça tape et c'est pas facile de rester dans la rue. Mais il y en avait très très peu et là depuis quelques jours on en voit un petit peu plus. Ce matin je suis repassé à l'aéroport pour un reportage. J'ai trouvé beaucoup de supporters sud-américains. Toutes les 10 minutes il y avait des nouveaux vols avec des petits groupes de supporters, avec des maillots, avec des enceintes avec des musiques qui venaient de chaque pays. Après je sais qu'il y a quelques chiffres qui sont sortis sur le nombre de supporters attendus par pays et il y en a beaucoup moins qu'en Russie par exemple. Pour l'équipe de France, on estime qu'il y a à peu près 3 fois moins de supporters qui vont faire le déplacement au Qatar par rapport à la Russie. Ça peut être lié à des problématiques financières parce que les hôtels sont très chers au Qatar, même s'il y a quelques solutions d'hébergement un peu moins chères. Pour des convictions aussi, par le fait que ça a lieu en novembre, donc les gens n'ont pas forcément les mêmes congés. Et puis aussi lié au fait qu'il y avait pas mal de démarches pour pouvoir rentrer, il fallait avoir une place pour pouvoir réserver un hôtel. Donc c'était un processus un peu inversé par rapport à d'habitude, on pouvait tout réserver librement en même temps. Donc ça a dû en décourager certains, je pense. Donc il y aura du monde, mais probablement moins que sur d'autres compétitions. Il y a une information qui est tombée aussi aujourd'hui, c'est le fait que l'alcool soit interdit à l'intérieur des tribunes et aux abords. Euh, comment est-ce que ça peut être problématique, ce type de décision qui est pris voilà, seulement quelques heures, 48 heures avant
plus ou moins la première rencontre entre le Qatar et l'Équateur par Ouais, rapport aux déjà, supporters. c'est assez bizarre. Pardon. C'est assez bizarre de se dire qu'ils changent des règles aussi proches de l'événement. On avait reçu il y a une semaine ou deux un guide de la FIFA avec tous les détails et il disait qu'il y aurait des zones pour boire de l'alcool. Je crois que c'était 3 heures avant le coup d'envoi d'un match et 1 heure après le coup de sifflet final autour du stade. Donc c'est étrange de voir ces règles changer à la dernière minute. Après, il y a quelques mois, ils avaient déjà avancé d'un jour le premier match, ce qui était aussi très particulier. Il y avait un calendrier qui était disponible depuis longtemps et à quelques mois du début, ils ont changé ce calendrier-là. Euh, Après, c'est important de rappeler qu'en France, on ne peut pas non plus boire d'alcool dans les stades, donc faut relativiser cette information-là. Euh, et de manière générale, au Qatar, normalement, la consommation d'alcool est interdite. En temps normal, à Doha, il y a un magasin qui autorise la vente d'alcool sous certaines conditions et seulement aux étrangers. Mais dans les faits, dans les hôtels, les bars d'hôtel, on peut toujours normalement trouver de l'alcool. Donc c'est assez bizarre. En temps normal, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais c'est quand même possible sous certaines conditions. Cette fois-ci, il y aura en plus les fan zones, il devait y avoir en plus les stades. Bon, bah, il y aura pas les stades. À voir comment ça va être reçu par les supporters sur place. Sachant l'un des sponsors est une marque de bière Mm. qui risque de ne pas être spécialement heureuse de cette nouvelle. Euh, Comment tu vas t'organiser pour les journées à venir? Est-ce que tu as déjà des reportages de prévus, des rencontres avec des sources? Comment, c'est quoi ton quotidien finalement depuis que tu es arrivé? Bah là, en dehors du premier jour où j'ai vraiment fait le tour de Doha et j'ai un petit peu visité, j'ai essayé de comprendre comment marchait la ville, où est-ce qu'on pouvait trouver des choses intéressantes pour des sujets aussi. J'ai passé beaucoup de temps dans les transports à aller du camp de base d'une équipe au camp de base d'une autre équipe pour bah, discuter avec les joueurs quand on a l'opportunité, avec les coachs, pour des articles qui peuvent servir plus tard. Je suis notamment allé voir l'équipe d'Iran parce que je prépare un article sur la politique en Iran et comment l'équipe de foot s'est mêlée de la politique, parce que beaucoup se sont positionnés en faveur des manifestations en Iran ces derniers mois. Et c'était intéressant de voir une fois au Qatar s'ils allaient continuer à parler de ça. J'ai aussi passé un peu de temps avec les Pays-Bas, notamment hier soir, où ils organisaient une sorte d'entraînement avec des travailleurs étrangers pour que l'équipe rencontre des travailleurs étrangers, soi-disant, ce que disait la fédération à la demande de l'équipe, pour voir qui sont les personnes qui ont construit les stades de la Coupe du Monde. Et puis derrière tous les scandales qu'on a pu entendre sur les morts sur les chantiers, les mauvaises conditions de travail, qu'est-ce que les ouvriers pouvaient en raconter. Donc ça c'était pour les derniers jours. Et dans les prochains jours, bah, ça va être écrire l'article sur l'Iran, aller voir la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture pour raconter un peu tout ça, savoir comment c'est organisé, est-ce que ça se passe bien, est-ce que par rapport à une autre Coupe du Monde c'est différent ou similaire. Euh, donc voilà en gros mon programme pour les prochains jours. Et puis j'aimerais aussi faire des articles avec les supporters, notamment dans une sorte de village qui a été créé pour la Coupe du Monde, qui est fait de préfabriqués. Ils ont mis plein de préfabriqués côte à côte dans le désert. C'était une des solutions d'hébergement les moins chères. Et j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Et puis s'il y a des supporters là-bas, s'il y a une vraie ambiance de Coupe du Monde, ou si c'est un peu un truc très artificiel comme quelques endroits à Doha malheureusement. Je viens de voir qu'on a une question là qui est assez intéressante. Une personne qui demande est-ce que vous avez le droit en tant que journaliste de poser toutes les questions que vous voulez en conférence de presse? Ça peut être intéressant tu Euh, penses ça. alors les conférences de presse c'est un petit peu particulier parce que chaque équipe déjà à la veille des matchs, toutes les équipes sont obligées de proposer un instant pour la presse où les journalistes rencontrent soit le coach, soit des joueurs, soit le coach et des joueurs. Et en plus de ça, en général, une fois par jour, les équipes proposent un point similaire. Des fois, c'est 15 minutes, des fois, c'est 1 heure avec des joueurs quand on a de la chance, des fois, c'est le coach, des fois, c'est d'autres choses. Et à ce moment-là, on peut poser les questions qu'on veut, même s'il y a toujours une priorité aux médias locaux, aux médias nationaux. Pour les Pays-Bas, par exemple, les premières questions, c'était toujours la grosse télé néerlandaise qui l'a posée. Et puis après, il s'est un peu tourné le bâton de parole. Et on lève la main si on a une question à poser. On est 10 à lever la main. Et puis celui qui gère la presse pour l'équipe des Pays-Bas fait sa petite sélection. Évidemment qu'il y a des sélections qui doivent être encore plus demandées, ou en tant que journaliste étranger, quand on ne connaît pas la sélection, on n'a pas forcément l'occasion de poser la question qu'on veut. Mais en dehors de ça, oui, on est vraiment très, très libre là-dessus. Après, les joueurs peuvent y répondre ou pas. Je prends l'exemple de l'Iran hier. Moi, j'étais allé juste pour voir s'ils allaient parler de politique. Il y a eu une question sur la politique et les joueurs ont répondu à côté en disant qu'ils allaient se concentrer sur le football et que c'était pas qu'ils avaient pas envie de parler de ça, quoi, tout simplement. Donc on peut poser les questions qu'on veut, on n'est pas sûr d'avoir les réponses qu'on veut.
Autre question qu'on nous avait posée hier, quand on a fait un appel à la question, c'est est-ce que le Qatar a offert des billets d'avion gratuits à certaines personnes pour se rendre sur place? Ça, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit aussi. C'est depuis une semaine ou deux. Moi, pour ma part, j'ai pas rencontré de personne à qui c'était arrivé, mais comme tout le monde, j'ai lu les articles de certains confrères. Et ce qui a priori eu lieu, c'est que le Qatar ces derniers mois a essayé d'inviter des supporters plutôt influents, en leur demandant de venir au Qatar pendant la Coupe du Monde, globalement de parler en bien de cette Coupe du Monde et d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, d'inciter les gens à venir aussi pour donner une bonne image du Qatar. Et en échange, ces supporters avaient billets d'avion payés, logement sur place payé aussi, et même environ 70 euros d'argent de poche par jour pour se nourrir, pour se balader, etc. Et plusieurs médias en ont fait écho. Je sais qu'il y a des supporters français qui ont été approchés aussi pour faire ça. Après, c'est dur de savoir combien ils sont à avoir été approchés, combien ont accepté. Mais en tout cas, le Qatar a priori bien tenté de faire venir des supporters, pas pour remplir les stades, mais plus pour promouvoir l'image du Qatar. Entendu. Euh, Dans les questions un petit peu de tout style qu'on a eu aussi, c'était est-ce qu'on dit Qatari ou Qatarien? Je me suis posé la question. Et Je me hier, suis posé la question aussi. Pardon. Je me suis posé la question aussi. J'en ai parlé avec ma collègue ce midi, qui elle est venue au Qatar plein de fois, qui connaît très bien le Qatar et qui fait des super reportages d'ailleurs ici. Et elle, comme moi, on écrit Qatari dans tous nos articles, mais j'ai vu que certains confrères écrivaient qatarien aussi. Et elle m'a expliqué que le Quai d'Orsay, lui, disait qatarien. Donc officiellement, on devrait dire qatarien, mais qu'en fait, euh, tout le monde ou presque dit Qatari. Donc théoriquement, les deux peuvent se dire. À Libé, nous on dit Qatari jusqu'à présent. Et ça devrait rester comme ça jusqu'à la fin de la Coupe du Monde normalement. entendu. C'est quoi ton programme dimanche très exactement au niveau de avec donc les deux autres envoyés spéciaux qui sont sur place avec toi, qui couvre le match et que font les deux autres en fait quand l'un est sur la couverture sportive de l'événement? Bah, sur les trois, on a un journaliste qui couvre que l'équipe de France. Donc lui, la cérémonie va pas le concerner. Évidemment, je pense que comme tout le monde, il va regarder à la télévision pour suivre tout ça, mais il sera pas concerné par cette cérémonie. Ensuite, moi, je vais aller au stade. L'idée, c'est de raconter à la fois dans les transports en commun pour aller jusqu'au stade si tout se passe bien, parce que d'un coup, il va y avoir 60 000 personnes qui vont se rendre tout au même endroit. Et puis, il faudrait voir aussi au niveau des voitures, s'il y aura des bouchons autour du stade, si tout le monde va réussir à rentrer à temps, comment ça va se passer. Euh, et puis raconter une fois dans le stade la cérémonie, donc ça sera mon rôle. Et normalement, ma collègue Ala, elle va essayer de suivre ça depuis la corniche. La corniche, c'est une sorte de longue avenue le long de la mer, qui fait 7 kilomètres, qui a été fermée aux voitures, alors que au quotidien, normalement, il y a beaucoup de monde qui passe en voiture, et où les fans sont censés se rassembler pour des animations. C'est une sorte d'un peu de fan zone géante, de festival géant. Et donc elle, je pense qu'elle ira voir la cérémonie d'ouverture à cet endroit-là pour voir comment ça se passe pour la plupart des supporters qui seront au Qatar, qui n'auront pas de billets pour ce match, parce que ils attendront les matchs des prochains jours et de leur sélection. Entendu. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on clôture ce live sur peut-être des reportages que tu as déjà réalisés ou que tu t'apprêtes à faire très bientôt. Non, pas spécialement. Je pense que c'est bien de continuer à lire l'idée parce qu'on essaie de parler un peu de tout, à la fois du foot évidemment, mais beaucoup aussi des à côté, de l'organisation, de certaines polémiques qui ont pu voir le jour ces derniers mois, ces dernières années, pour essayer de les expliquer, de les comprendre et au-delà de la polémique, de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que dit le Qatar, ce que disent les ONG. Et on essaie voilà d'avoir un traitement assez équilibré là-dessus. Et je pense que c'est bien de nous lire et de suivre tout ce qu'on va écrire. Donc, pour recontextualiser, c'est pas uniquement l'aspect sportif qui va être suivi, mais aussi tout ce qui est pose question en termes de droits humains, de conditions de travail des ouvriers qui sont mobilisés cet événement et sur tout ce qui pose question, ne serait-ce que sur le Qatar en général, depuis déjà de nombreuses années. Entendu. Bah, écoute, merci beaucoup Julien et puis à bientôt pour un nouveau direct. Merci. Super, merci à toi. Au revoir.